Donc effectivement, je vais vous parler du thème de la précarité et parentalité à travers mes expériences diverses dont a pu parler le docteur Lagabrielle. Voilà, donc effectivement, la première chose qui m'est venue en tête quand j'ai abordé ce thème, c'est que finalement c'est un thème qui est vieux comme le monde. C'est une question qui a traversé l'histoire. Est-ce qu'on peut être un bon parent quand on est pauvre ? Je pense que voilà, ça a traversé l'histoire, les enfants abandonnés devant les églises. Et au-delà de l'histoire, moi, il y a une histoire qui m'a beaucoup bercée pendant mon enfance, c'était celle du Petit Poucet. Comment, effectivement, des parents aimants, cette mère meurtrie, en viennent à abandonner leurs enfants parce qu'ils ne peuvent pas les nourrir. Et finalement, dans cette histoire, moi, ce que je retiens, c'est que ce Petit Poucet, il avait sans doute reçu assez d'amour dans son enfance pour avoir la ressource et l'intelligence d'arriver à monter la stratégie et sauver toute sa famille. Donc je porterai aussi un autre regard sur la question de précarité et parentalité à travers aussi toutes les ressources de ces familles que j'ai pu croiser. Voilà, donc je vais à mon tour vous raconter quelques histoires qui m'ont marqué. Je pense qu'il est important de dire que voilà, il y a plus de 20 ans, je me suis engagée dans la profession d'assistante sociale, donc avec vraiment la volonté d'intervenir en prévention et en protection de l'enfance, et forcément avec des personnes qui rencontreraient de grandes difficultés sociales. Je parlerai bien sûr des questions actuelles et qu'on rencontre sur Bordeaux, mais ce qui m'a marqué au début de ma carrière, en 2005, j'exerçais dans un IMP, un institut médico-pédagogique. Alors, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui des IMP. C'est plus très à la mode. Et c'était dans le Médoc. Voilà. Alors bon, bien sûr, de suite, on se dit le Médoc. Mais bon, il y a quand même aussi une part de vrai de ce qui se passe dans le Médoc. Et voilà, c'était une trentaine d'enfants qui étaient vraiment marqués par des carences éducatives, par des difficultés psychosociales, avec quelque chose de trait de la reproduction sociale. Ils présentaient des déficits intellectuels légers, des troubles du comportement. Leurs parents, parfois eux-mêmes, étaient passés par la même institution. Et comment cette institution, composée avant tout d'hommes, de femmes, de soignants, d'éducateurs, au quotidien, apportait les repères éducatifs, l'ouverture sur l'extérieur, la culture, le vivre ensemble, pour essayer, voilà, dans une mesure, il faut toujours rester modeste, mais de conjurer un peu ce sort de cette reproduction sociale. Donc précarité et parentalité, elle prend pleine forme. Bien sûr, aujourd'hui, je vais plus parler de ce qui a été déjà abordé ce matin, ce que les collègues de la PMI ont abordé aussi. C'est la question des familles à la rue. Voilà. En 2015, moi je travaillais donc à ce moment-là au CHU de Bordeaux, au service social, et en particulier aussi avec une mission sur les permanences d'accès aux soins de santé. Et de 2015 à 2018, on a vu un mouvement effectivement de demande de mise à l'abri au niveau des urgences des hôpitaux qui étaient dans des proportions assez impressionnantes, où tous les soirs, ça a été crescendo. On avait 5, 10, 20 familles qui se présentaient pour dormir dans les couloirs des urgences. Voilà. L'hôpital s'est trouvé finalement confronté à ce phénomène entre cette nécessaire hospitalité, qui est le cœur de l'hôpital, historique aussi, cette difficulté à le gérer, et puis ce fait est que l'hôpital est quand même le seul lieu ouvert 24 heures sur 24. Les gares sont fermées, les aéroports mettent les gens dehors, l'hôpital accueillait. Voilà, donc on a effectivement beaucoup travaillé avec l'institution hospitalière sur ces questions, entre le souhait d'aider et puis la volonté de ne pas pouvoir gérer cet afflux. À ce moment-là, effectivement, on a pu travailler sur des réseaux, un peu parallèles avec les médecins, et on a développé des réseaux citoyens pour aider les familles à trouver des solutions. Ça ne pouvait pas permettre à tous d'être hébergés, mais en tout cas d'offrir quelques solutions. Aujourd'hui, en 2022, je travaille donc au SAMU social, et on va dire que cette problématique des familles à la rue me suit, puisque le SAMU social de l'association laïque Le Prado, c'est avant tout un travail
avant tout un travail d'aller vers, un travail de maraude. C'est aller à la rencontre des personnes sans abri, dans le cadre de maraude exploratoire, c'est-à-dire on parcourt la ville et on va à la rencontre de ceux qui sont dehors. C'est aussi une intervention sur signalement des institutions, des citoyens. En 2022, pour vous donner un ordre d'idée, à Bordeaux, sur la métropole, on a eu 1450 signalements et on avait 320 signalements qui concernaient des familles, voilà, qui nous ont été directement signalés. Pour le SAMU social aussi, je pense que c'est important d'y revenir. Historiquement, au SAMU social, on s'occupe plutôt des hommes, plutôt des grandes précaires, isolés. En 2016, comme nous à l'hôpital et eux dans leur autre réalité de la rue, ils ont été confrontés, les équipes ont été confrontées à aller rencontrer des familles dans la rue. Et ça a été quand même un grand choc, je pense, effectivement, psychologique pour eux aussi, et de la difficulté, parce que c'est une détresse différente, parce que c'est des enfants, parce que comment on fait pour aller dire à des personnes que non, ce soir, avec leurs enfants, malgré tout ce qui se passe, il n'y aura pas de solution. Donc ça a été effectivement extrêmement compliqué. Et ils ont du coup pu construire en 2018 une réponse. C'était Madame Lamarck à l'époque qui était directrice du SAMU social. Ils ont créé un dispositif qui s'appelle un dispositif Homme, qui est une maison qui se trouve cours de la Marne, où il y a une assez grande maison avec 3 chambres et où effectivement on peut accueillir en général 3 familles, jusqu'à 8 personnes, en sachant que voilà, on dépasse en général notre nombre maximum. Ça a été déjà un moyen, ce dispositif il a beaucoup évolué depuis 2018 parce que voilà, la situation évolue, il y a toujours plus de familles, il y a toujours moins de solutions, les délais sont toujours plus longs. En tout cas, voilà, ça a été un moyen aussi pour les équipes de maraude qui de façon inconditionnelle doivent aller rencontrer les familles qui se trouvent en situation de grande précarité, de pouvoir en tout cas apporter une réponse d'urgence, provisoire, mais en tout cas une réponse. Après, la question, c'est comment on fait quand on rencontre 10 familles dans la journée, laquelle on met sur la place qui est libre. Voilà. Donc, effectivement, alors, on dit qu'on va héberger les plus vulnérables. Voilà. C'est un mot beaucoup utilisé aujourd'hui, donc je ne donnerai pas de définition. Mais en tout cas, ils ont pu construire, à travers un travail de réflexion, une grille de vulnérabilité avec des critères. Alors, il y a une sorte de priorisation qui s'effectue. Est-ce qu'un enfant est malade? Quelle est sa pathologie? Souvent, on a nos collègues de la PAS aussi qui nous alertent sur les situations d'enfants qui présentent de lourdes pathologies. Dans quel état est la famille? Dans quel état d'épuisement? Depuis quand ils n'ont pas pu se doucher? Concrètement, depuis quand ils n'ont pas pu manger? Et tout ça, voilà, on le consigne, on le réfléchit en équipe et on priorise. Au début, le dispositif Homme, c'était vraiment 2-3 jours à l'abri et on trouvait une solution. Aujourd'hui, l'année dernière, c'était les familles qui vont avoir une solution, par exemple de demandeurs d'asile ou un hébergement via un financement ASE, on les garde jusqu'à ce qu'il y ait une solution. Mais il y a tous les autres, parce que ces familles, effectivement, ça je ne vous l'ai pas dit, elles sont qui ces familles? Elles sont en fait des personnes majoritairement en situation de migration, qui sont soit ce qu'on appelle les primo-arrivants, donc des personnes qui vont demander l'asile mais qui arrivent et que le temps de pouvoir être enregistré à la PADA, enregistré à la préfecture, etc., tout le parcours, sont sans hébergement. Donc ça, on va dire, c'est les primos. Eux, on sait qu'à terme, voilà, il y aura une solution. Mais la population la plus compliquée, ce sont les personnes qui sont déboutées du droit d'asile. C'est pas l'heure. Homme. Merci, c'est mon assistant. Ce sont les personnes qui sont à l'issue de leur demande d'asile, qui sont déboutées, donc qui se retrouvent sans droit ni titre sur le territoire, avec des obligations de quitter le territoire qui vont tomber ou qui sont tombées. Et pour eux, effectivement, il n'y a aucun accès au droit commun. Alors, il y a des choses qui sont inconditionnelles. Il y a effectivement l'accès à la santé, il y a l'accès à la scolarisation. Et il y a également l'accès aux prestations d'aide sociale à l'enfance. Parce que là, je vais vous parler aussi de mon autre expérience, qui est celle d'inspectrice à l'aide sociale à l'enfance sur le territoire de Bordeaux, où là aussi, effectivement, la question de familles en situation de grande précarité, sans logement, on l'a rencontré tous les jours à travers effectivement des demandes de financement d'hébergement hôtelier ou autres dispositifs.
Ce qui me semble quand même très important de dire par rapport à l'aide sociale à l'enfance, parce que je pense qu'il y a aussi des représentations, c'est que on place jamais un enfant parce que ses parents sont en situation de précarité ou n'ont pas de logement. Ça, c'est pas vrai. Voilà. Enfin, moi, j'y étais, je le sais, c'est pas vrai. On ne place pas pour ce motif-là. Déjà parce qu'on fait en sorte de placer le moins possible, parce que c'est pas l'objectif de l'aide sociale à l'enfance, et parce qu'aussi il n'y a pas beaucoup de place, et qu'on est toujours voilà, sur un fil, mais on ne place pas parce qu'une famille est en situation de précarité ou sans logement. Ça, c'est pas vrai. Par contre, les prestations d'aide sociale à l'enfance sont des prestations inconditionnelles et qui ne tiennent pas compte de la situation administrative de la personne. Donc, on va avoir des familles. Alors, aujourd'hui, ça s'est resserré et le Code de l'action sociale et des familles, il est très clair. Le département doit héberger, enfin, en tout cas apporter un secours matériel, donc un hébergement, aux femmes isolées avec des enfants de moins de 3 ans. Voilà, c'est le Code de l'action sociale, c'est une obligation du département. Donc oui, on héberge des dames à l'hôtel, parfois avec 2, 3, 4 enfants. Oui, dans des hôtels où il n'y a pas de cuisine. Voilà. Donc comment on fait pour élever ces enfants dans des conditions pareilles? C'est extrêmement compliqué. Faut quand même dire qu'on met beaucoup de choses en place annexes avec l'aide de la PMI, grâce au travail des MDS. On paye on finance des crèches, on finance des colonies de vacances, on finance aussi des travailleuses intervention sociale et familiale, techniciennes intervention sociale et familiale, ce qu'on appelait avant les travailleuses familiales, qui vont dans les hôtels, qui aident les mamans, qui font, voilà, il y a plein de choses, il y a aussi plein de choses qui se font pour ces familles. On vient compenser beaucoup de choses. Donc après, moi, ce que je peux dire aussi de ces familles que j'ai rencontrées, je pense à une dame, par exemple, qui a dormi pendant plus de 4 mois dans les couloirs des urgences de Saint-André avec son petit garçon de 6 ans, qui était débouté du droit d'asile, une dame albanaise. 4 mois, jamais une plainte. Son fils, il était tous les matins à l'école. Elle est sortie de l'hébergement, des couloirs des urgences parce qu'elle a pu trouver une solution grâce à des médecins de Saint-André sur un hébergement citoyen. Et j'ai appris plus tard qu'elle avait obtenu un titre de séjour, cette dame, parce que son petit garçon, il était au conservatoire à Bordeaux, il faisait du violon et il était extrêmement doué. Et elle a obtenu un titre de séjour à ce titre. Donc moi, j'ai croisé beaucoup plus de personnes voilà, extrêmement courageuses, extrêmement dévouées à leur enfant et extrêmement avec un projet de vie aussi, un projet de migration, aussi pour offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Voilà. Donc au niveau de l'aide sociale à l'enfance, c'est pas voilà, on intervient pour permettre, en prévention surtout, voilà, mais des parents quand même voilà, très, très, très engagés. Pour revenir un peu sur le dispositif Hommes que je gère aujourd'hui avec les équipes du SAMU social, en 2022, on a pu quand même héberger jusqu'à 70 familles, ce qui représente 202 enfants. L'année dernière, comme je vous disais, on était donc soit les personnes avaient une solution et on les gardait, soit ils n'avaient pas de solution parce qu'ils étaient sans droit ni titre, et on leur offrait un repos de 5 jours. Voilà. Donc finalement, on crée aussi là, nous, dans notre propre dispositif, de l'inégalité. Donc on a réfléchi et cette année, voilà, on expérimente, quelle que soit la situation de la personne, c'est un séjour de 15 jours, 15 nuits, et il reste 15 nuits, voilà, quelle que soit leur situation. Alors voilà, c'est positif pour les familles. Après, on fait aussi beaucoup de sorties sèches, c'est-à-dire des sorties sans solution. Et effectivement, voilà, c'est pas évident au quotidien, mais c'est un moment de répit, c'est un moment où les familles peuvent se poser, où elles ont accès effectivement, voilà, à des travailleurs sociaux, à du repos, à des informations, bien sûr à de l'accès aux soins, à des orientations vers la PMI, toutes les orientations nécessaires. Et puis une s'en va, et puis une autre arrive, et puis on continue. Voilà. Également, quand même, comme je disais, effectivement, peu de situations vraiment où on peut rencontrer aussi dans les situations de grande précarité, des situations extrêmes. Et je vous parlerai rapidement, avant de finir,
de la situation, d'une situation qui m'a aussi suivie. J'ai eu à connaître la situation d'un cousin et d'une cousine issus de la communauté rome bulgare. Les premiers signalements qu'on a fait, on les a fait depuis le CHU, parce que ces deux enfants, alors âgés de 11 et 12 ans à peu près, ces deux cousins passaient tout le temps aux urgences pour est-ce qu'on peut dire des TS, enfin en tout cas ils mangeaient des boîtes de Doliprane. Voilà. Ils s'engouffraient des boîtes de Doliprane. Ils arrivaient dans un piteux état physique et moral. Et puis des fois, ils disaient que ça allait pas quand même dans le camp. Ça allait pas quand même. Il y avait quand même des messieurs qui étaient vraiment pas sympas avec eux et qui leur faisaient des choses pas cool, quoi. Alors on a signalé, on a re-signalé, on a signalé. Il y a eu des placements d'ordonnés. Dès qu'on les plaçait, ils s'enfuyaient, ils partaient, ils rejoignaient la communauté. Alors après, on a dit, on ne place plus. On met des aides éducatives. Alors on a mis des aides éducatives, et là quand même, c'est vrai que ça prenait. Mais l'aide éducative, elle ne permettait pas quand même d'ouvrir tous les droits. Alors on faisait aussi des montages que l'administration du département n'aimait pas, mais on voyait avec les juges pour qu'ils nous fassent des placements à domicile. Donc ils étaient placés au domicile, mais avec quand même le même service d'AMO qui intervenait avant, parce que comme ils aimaient bien les personnes, il fallait qu'ils restent avec ces personnes-là. Et en même temps, comme on avait le placement à domicile, on pouvait leur ouvrir des droits, CMU, leur payer des vêtements, on pouvait faire des choses. Donc on trouvait ces arrangements finalement pour que ces éducs d'AEMO, d'ailleurs de l'association du Prado, puissent continuer à intervenir dans les camps, hein, parce qu'ils étaient dans les camps. Alors une fois avec les grands-parents, une fois avec les tantes, une fois tout seul, voilà. Alors après quand même on a continué à essayer. Moi quand j'étais inspectrice, j'avais aussi toujours des situations de ce cousin et de cette cousine. On a réussi à un moment donné à placer la cousine, et on a même obtenu l'accord de la famille. Enfin en tout cas de la mère qui était là et de son grand frère, puisque c'était lui, le père était en train de sans doute s'alcooliser quelque part. Il n'était pas là. L'accord dans le bureau du juge, dire d'accord, on est d'accord, prenez-la. De toute façon elle fait que des bêtises, on n'arrive pas à la gérer, donc prenez-la. Alors on l'a placée un petit peu, mais c'était extrêmement difficile, l'adaptation était extrêmement difficile, et puis elle a eu 16 ans, alors quand elle a eu 16 ans, elle est complètement partie. On a pu la placer à peu près 1 an, mais avec des allers-retours. Et à 16 ans, elle a été mariée, donc elle était mariée. Moi, quand je suis partie de l'aide sociale à l'enfance, elle était enceinte, porte une grossesse catastrophique avec un bébé atteint d'une lourde pathologie cardiaque. De ce que j'ai cru comprendre, elle n'est plus sur le territoire. Voilà, elle est avec son mari. Par contre, le cousin, lui, il a 19 ans. Il est dans un service d'hébergement en appartement, également du Prado. Il est très en difficulté. C'est très difficile d'accrocher des choses. Mais il a enfin pu parler. Et il y a une procédure aujourd'hui pour proxénétisme de mineurs et des hommes qui sont en prison pour les choses qu'ils leur ont faites. Effectivement, la protection de l'enfance dans les camps, c'est extrêmement compliqué. Pour autant, je pense que il faut jamais renoncer, il faut jamais relativiser. La pauvreté, la précarité, elle doit jamais empêcher de protéger, même si c'est extrêmement compliqué. Voilà. Pour finir, je voudrais dire que ce travail du quotidien, ce sont des situations qui passent, qui usent quand même les professionnels, ça c'est certain. Mais moi, ce que je retiendrai quand même, c'est le courage et la détermination de ces familles qui se retrouvent effectivement dans des galères pas possibles, mais qui s'accrochent et qui font quand même pour la plupart de leur enfant une priorité, et qui pourrait donner des leçons à beaucoup d'autres parents, je pense. Voilà, merci beaucoup.